N'hésitez pas à prendre place, notre événement va commencer dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Michel Blaise-Pascaud et je vous souhaite la bienvenue pour assister et participer à cette première journée du deuxième Forum Innoventech proposé par France Congrès et Événements. Je vous donnerai dans quelques instants davantage de précisions sur le programme de notre première journée Malouine. Mais avant, pour ouvrir officiellement cette première journée, j'invite sur scène Gilles Lurton, le maire de Saint-Malo et président de Saint-Malo Agglomération, et David Lisnard, maire de Cannes et président de France Congrès et Événements, sous vos applaudissements, bien sûr. Monsieur Lisnard, installez-vous. Monsieur Lurton, je vous invite à regagner le pupitre et ces fameux cols de cygne pour ouvrir officiellement notre première journée. Monsieur le maire, c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à toutes. J'ai le plaisir d'abord, cher David, de t'accueillir dans cette belle ville de Saint-Malo. Je sais que Cannes est aussi une très belle ville et je suis très heureux de te retrouver ici. Heureux de vous retrouver tous également dans cette ville de tourisme de loisirs, mais ville de tourisme aussi de congrès. Vous êtes ici dans le Palais du Grand Large de Saint-Malo. C'est un palais du Grand Large qui est un centre de congrès depuis 1985, qui a connu de nombreux épisodes jusqu'à être totalement remis à neuf en 2019, juste avant la crise Covid, puis être fermé malheureusement pendant 1 an et demi sans aucun congrès pour les raisons que vous savez. C'est dur de financer un tel équipement quand il n'y a aucune activité dedans. Et bien, avec mon premier adjoint, président de la Société publique locale tourisme, qui gère à la fois le tourisme de loisirs, mais également le palais des congrès, nous avons décidé d'assumer cette charge et nous en sommes aujourd'hui très heureux parce que nous voyons bien qu'avec la reprise, les événements reprennent à Saint-Malo, le monde fréquente à nouveau ce palais des congrès. Nous terminons un congrès de l'OPBTP il y a seulement quelques instants et vraiment c'est pour Saint-Malo un apport touristique absolument exceptionnel sur lequel nous comptons beaucoup pour les décennies à venir. Si la présence d'Innov et Tech, vos journées de travail de France Congrès dans notre ville sont importantes pour nous et que nous sommes heureux de vous accueillir ici. Hier soir, je donnais avec mon conseil municipal et là c'est le groupe OC Sport Pendwick, nous donnions le coup d'envoi des préparatifs de la Route du Rhum. La Route du Rhum s'élancera de Saint-Malo le 6 novembre 2022. Vous voyez, cette ville, elle associe à la fois le sport, le loisir, le congrès. Tout ça fonctionne parfaitement ensemble et nous essayons vraiment de les développer parce que nous pensons que nous avons là un véritable atout, non seulement pour Saint-Malo, mais pour tout le territoire de Saint-Malo Agglomération. Je préside Saint-Malo Agglomération et je vais être obligé de vous quitter d'ici quelques instants pour cela, parce que je dois mettre un point final à notre projet de territoire. Et les 17 autres communes de l'agglomération, nous sommes 18 communes avec Saint-Malo, les 17 autres communes savent combien ce qui fonctionne à Saint-Malo est bon pour elles et est aussi une locomotive pour tout
le territoire de l'agglomération, pour le territoire du pays de Saint-Malo, pour le département et la région Bretagne toute entière. J'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous en ce début d'après-midi pour vous souhaiter de très belles journées de travail. Je crois que vous rejoignez Rennes demain. On a eu quelques inquiétudes quand on a vu le Palais des Congrès de Rennes s'ouvrir, mais ça nous a encore boosté, ça nous a motivés. C'est ce qui a décidé la municipalité à remettre à neuf ce Palais des Congrès. Et finalement, on ne regrette rien parce que jamais, jamais à Rennes, vous n'aurez la vue que vous avez des rotondes du Palais du Grand Large. C'est notre atout et nous y tenons. Très bonne journée de travail à vous toutes. Merci beaucoup Gilles Lurton, maire de Saint-Malo, président de Saint-Malo Agglomération, pour ses propos introductifs. J'invite maintenant David Lisnard, maire de Cannes et président de France Congrès Événements, à regagner le pupitre pour ses propos d'ouverture. Merci à vous, bonjour à tous. Merci cher Gilles de ton accueil. Merci de cet accueil dans cette magnifique commune qui est indéniablement une des plus belles communes de France et au-delà. Cette commune de Saint-Malo dont tu as la responsabilité et qui, il est vrai, comme un certain nombre d'autres destinations ici représentées, et je vous salue tous avec beaucoup de plaisir et d'amitié et de joie de nous retrouver, hein, ça fait du bien. C'est un peu une première post-Covid de nous retrouver pour ce deuxième forum Innoventech. Donc comme beaucoup de communes ici représentées qui ont cette singularité, cette capacité aussi et finalement cette compétitivité de savoir mêler tous les secteurs, tout le secteur du maïs, donc du tourisme d'affaires dans toutes ses dimensions, le tourisme de loisirs, l'événementiel, et on sait que c'est un des atouts majeurs pour l'avenir, c'est de savoir mixer toutes ces capacités d'accueil. Donc merci à toi de ton accueil et de l'accueil de ta municipalité. Vous nous réservez un très bel accueil et nous y sommes très très sensibles pour défendre la cause d'un secteur d'activité ô combien stratégique pour la France, qui est celui de l'événementiel en général, de l'événementiel d'affaires en particulier, secteur particulièrement sinistré. Avec le secteur aérien, et les deux sont étroitement liés, secteur qui a vu des baisses d'activité à l'échelle mondiale de 80%, mais en réalité en France de 95%. 95% des événements ont été annulés l'année dernière. Il n'y a eu que quelques événements qui sont passés entre les gouttes. J'ai eu la chance d'en avoir un ou deux dans ma commune de Cannes, mais une perte de nombre d'événements, une perte de revenus et une crise qui est comme toujours un moment douloureux à passer, mais qui est aussi un accélérateur, un catalyseur de changement et de transition que nous voyions déjà venir avant la crise Covid, avec la montée en puissance du numérique et la nécessité de donner tout leur sens aux événements qui ne peuvent pas être que de simples prétextes à des réunions professionnelles ou culturelles ou sportives. Donc nous sommes dans une période charnière, très difficile, et d'autant plus difficile qu'elle s'inscrit dans une petite musique qui nous est répétée de reprise économique. On sera à 6,5% à peu près de croissance économique. C'est inférieur à la perte d'activité, à la décroissance de l'année précédente, et c'est surtout la moitié des aides publiques qui sont distribuées. Mais faire entendre la voix d'une difficulté d'un secteur dans une période où il y a un fort rebond économique partout est compliqué. Or, si aujourd'hui nous constatons une volonté des individus de se retrouver, la bonne tenue de certains événements, notamment les événements B2C, grand public, qui ont un public essentiellement français, il faut aussi avoir la lucidité de regarder l'atrophie des événements internationaux en raison, entre autres, de la faiblesse des réouvertures des lignes aériennes à l'international. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les États-Unis, sous condition, rouvrent le 8 novembre, de façon beaucoup plus claire qu'aujourd'hui et limpide. Mais nous avons sur des événements qui ont commencé à se réunir à partir de septembre, nous sommes entre le quart et la moitié d'une fréquentation normale, voire entre 20% et la moitié sur les événements internationaux. Et donc l'enjeu pour nous, avec toute la filière, et donc non seulement les destinations que nous représentons, mais toute la filière qui est d'ailleurs partenaire d'Innoventech, c'est d'avoir des mesures de transition qui correspondent au préjudice que nous avons subi des mesures d'interdiction de se réunir ou de restriction de transport qui étaient justifiées par l'épidémie et qui sont encore hélas d'actualité, et donc d'obtenir un accompagnement par la prise en compte des charges fixes. C'est ce que nous avons obtenu après la fin du dispositif
fonds de solidarité, mais cet accompagnement par la prise en compte de charges fixes par les dispositifs publics arrive à échéance en novembre, et il sera important de montrer la trajectoire de reprise de notre activité, qui n'est pas une activité comme les autres, qui a un temps de latence, qui fait qu'on retrouvera un niveau d'activité à 100% si on le retrouve, dans le meilleur des cas, en 2023. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis l'autre enjeu, c'est bien sûr d'anticiper, d'être proactif, d'avoir l'optimisme de la volonté pour préparer l'avenir et travailler comme nous le faisions avant le Covid, je le disais, sur quelles seront les rencontres de demain et d'après-demain. Nous avons fait réaliser une étude à l'initiative de France Congrès avec Banque du Territoire et avec Accor, dont nous révélerons les résultats demain matin, mais qui doit nous permettre d'accompagner les mutations actuelles selon 2 axes. Un, comment on arrive à stimuler la rencontre physique. Il ne faut pas abandonner la pertinence de la rencontre physique. L'être humain est un animal social, on a besoin de se voir, et enfin je crois qu'on le ressent tous, et on le voit même en termes de business. Et dès qu'on passe à un acte qui n'est pas simplement un acte d'échange, mais un acte de conviction, de vente ou de séduction, on a besoin d'interaction physique. Donc défendre, promouvoir la modernité de la rencontre physique, la modernité de la rencontre physique, de l'humain qui se voit, et puis parallèlement accompagner et arriver à définir les modèles économiques viables sur la rencontre numérique à distance, puisque nous parlons d'hybridation depuis quelques années et qu'aujourd'hui on est en plein dedans. Je disais que la crise avait été un accélérateur, non pas de particules, mais d'évolution, de destruction créatrice. On voit surtout la destruction pour l'instant. On va voir la création certainement, mais il ne faudrait pas que ça prenne 20 ans, comme dans le secteur de la musique par exemple, qui a vu ce secteur sinistré depuis une vingtaine d'années. Donc en l'occurrence, c'est l'objet d'Innoventech, c'est d'essayer d'anticiper les modèles économiques, de voir comment donner de la valeur suffisamment attractive pour qu'elle fasse l'objet d'une rémunération pour les organisateurs d'événements et pour les villes et les destinations que nous sommes qui accueillent et que l'on s'y retrouve d'un point de vue pécuniaire, en sachant que notre objectif, c'est quand même d'avoir des gens dans nos hôtels et chez nous, physiquement dans nos restaurants, dans nos rues et dans nos commerçants. Donc, c'est la double problématique que nous affrontons. Elle est exigeante, elle est difficile, elle est passionnante. Elle est pour les entités qui portent les investissements, et notamment souvent les mairies, les collectivités, les intercommunalités, quelles que soient les structures. Je salue le président de l'SPL local, Jean-Virgile Crans, c'est ça, et donc premier adjoint et qui gère ce bel établissement. J'ai une SEM chez moi, d'autres sont en régie, d'autres ont des délégataires de services publics dans lesquels ils ne sont pas impliqués dans l'actionnariat. On a tous les cas de figure au sein de France Congrès, mais il est évident que l'amortissement des structures, les choix d'investissement qui sont faits, est-ce que l'on va sur des extensions de surface, est-ce que l'on va vers des studios? On a fait un choix à Cannes, on a investi, on a déjà monté un grand studio sur des nouvelles plateformes numériques, mais comment on les traduit en rentabilité? Et ça, c'est un vaste défi pour l'instant, face auquel nous sommes encore. Voilà quelques-unes des pistes qui vont être évoquées au cours de cet événement. Je veux vraiment remercier l'équipe de France Congrès, Emmanuel Dupart, le directeur général, Céline. Ils sont 2 plus le président, et le président, il les félicite, mais c'est eux qui bossent, donc qui nous permettent de nous réunir aujourd'hui, saluer tous les intervenants, saluer tous ceux qui viennent de toutes les villes de France, membres de France Congrès, qui vont nous accompagner pendant ces quelques heures, ces quelques jours, et puis une fois de plus, saluer l'accueil de Saint-Malo, que cette ville, j'aime particulièrement, qui est porteuse d'innovation, de beauté, mais qui a ce supplément d'âme qui est le rêve, comme voilà, ce luxe de la pensée, comme disait Jules Renard. Et j'aurais pas dû citer Jules Renard, j'aurais dû citer Chateaubriand ici. Et évidemment, comme tout le monde doit, évidemment. Mais quel bonheur que de pouvoir transmettre ce patrimoine littéraire, poétique, en arrivant dans cette magnifique citadelle, dans cette magnifique ville. Et peut-être, tiens, pour parler de Chateaubriand, on sait tous, moi j'ai grandi dans le commerce, j'ai dirigé le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pendant presque 14 ans. On sait qu'on doit être compétitif sur les fondamentaux. Le prix, les surfaces, l'hébergement, l'accueil, avoir toute une chaîne de prestataires qui doivent gagner de l'argent, parce que ça les motive. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est fiable et qu'on devient une grande destination d'accueil. Et puis, il y a toujours ce qui fait la différence. Parce que la compétition, elle est performante aussi. La concurrence, elle est performante, dans la compétition. Et ce qui fait la différence, c'est à chaque fois l'élément identitaire.
On ne vient pas à Saint-Malo comme on vient à Paris, on ne vient pas à Paris comme on vient à Cannes, on ne vient pas à Cannes comme on vient à Deauville ou comme on vient à Nice, etc. Enfin bref, Biarritz, je ne vais pas citer toutes les communes. Donc c'est ce supplément d'âme que l'on sait apporter, ce supplément de poésie, et surtout, et ça c'est un élément fondamental, de savoir avoir de la générosité dans l'accueil, et c'est très rentable en réalité. Il ne faut pas y penser, mais c'est très rentable, et savoir donner de l'amour. Et Chateaubriand disait aimer c'est bien, mais savoir aimer c'est tout. C'est ce que je nous souhaite à tous. Bons travaux, merci à vous. Merci beaucoup David Lisnard, maire de Cannes, président de France Congrès Événements. Messieurs, vous pouvez regagner vos places dans la salle pour suivre la suite de nos travaux. Je vous libère. Avant d'accueillir les invités de notre plénière Trajectoire Maïs 2025, quelques mots rapides sur le programme de notre journée. Juste après cette plénière, vers 15h30, rendez-vous dans notre showroom que vous avez découvert avec cette vue imprenable sur Saint-Malo pour un temps de restauration bretonne et un temps surtout de rencontre avec les entreprises Innoventech. Et j'aimerais les saluer. Airweb, facilitateur de mobilité, 6P, Centre d'ingénierie de la sécurité privée des événements, Cube Technologies, qu'on salue, système électrique pour lieux d'exposition, Imagina, l'appli mobile des lieux connectés, qui a d'ailleurs, je le signale, et on les salue aussi pour ça, qui a développé l'appli dédiée au forum Innoventech, et que je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger et à consulter. Bravo Imagina. Et puis Commodal, Commodal by Laval Virtual, premier opérateur d'événements virtuels. Merci à ces entreprises d'être présentes aujourd'hui. J'ajoute qu'une quinzaine d'autres entreprises nous rejoindront pour étoffer ce showroom demain à Rennes. Ça, c'est pour la pause à 15h30. Pause bretonne, vous l'avez compris, et de rencontre sur le showroom. Et à 16h15, vous participerez pendant 45 minutes à l'un des 2 ateliers thématiques que vous avez choisis en format workshop. L'atelier 1 intitulé « Comment nos équipements peuvent-ils capter davantage de valeur sur le marché à haut potentiel des événements hybrides ?» qui se déroulera à l'atelier 1 dans cette même salle, dans cette même amphi Maupertuis, atelier 1. Et l'atelier 2, vous rejoindrez la salle Vauban juste à côté. L'atelier 2 s'intitule « Hybridation des événements ou hybridation des lieux d'accueil ?» point d'interrogation, regard croisé en France et à l'international. Atelier 1, ici même en Maupertuis. Atelier 2, il se déroulera salle Vauban juste à côté à partir de 16h15. Et on se retrouvera ici même tous ensemble à 17h pour la restitution, le débrief, le temps de synthèse croisé de 30 minutes sur tout ce qui se sera dit en atelier. Et enfin, jusqu'à 18h, vous retournerez sur le showroom Innoventech et à partir de 17h50, des visites seront même, une visite guidée du Palais du Grand Large sera proposée avant de se retrouver pour le dîner au restaurant Chateaubriand qui débutera par un apéritif prévu à 19h15 et ce, avant le transfert vers Rennes à partir de 21h15. Nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, place à notre plénière Trajectoire Maïs 2025, comment faire de la technologie un levier de développement profitable. Le mot est important, profitable. Et pour planter le décor, si j'ose dire, et nous éclairer sur cette thématique, j'invite sur scène David Granit et Didier Scaillet. Merci de les accueillir chaleureusement. Bienvenue messieurs, prenez possession de l'espace et du micro. Petit tour de table des présentations. David Granit, vous êtes créatif technologiste chez Dorier Group. Et Didier Scaillet, qu'on ne présente plus, CEO Meeting Profile. Messieurs, je vous laisse la main pendant une vingtaine de minutes. Attention, je serai un timekeeper, un maître des horloges exigeant. Je reprendrai la main juste après pour engager le débat avec nos invités suivants et avec notre public. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup Michel. Tout d'abord, bienvenue. Merci d'être là. Je suis un habitué, je dirais, de cet événement et c'est toujours un plaisir que d'y être. Et merci à France Congrès Événements, merci au président Lisnard et Emmanuel et à son équipe pour tout le travail pour mettre ça en place. Alors effectivement, le contexte général de notre intervention ici est autour de l'étude qui a été faite par Nova Consulting, à laquelle j'ai eu la chance d'être associé d'un point de vue international. Et étude qui effectivement a très clairement identifié l'accélération du digital, du numérique, de la technologie, des choses qui existaient avant mais qui vont se faire différemment, des technologies qui ont été accélérées aussi. Et donc moi je suis ici pour interviewer David. David est effectivement Creative Technologist chez Dorier Group qui fait partie du groupe MCI
Et l'avantage de David, c'est qu'il a créé cette unité à l'intérieur pour regarder justement à la veille technologique, à l'innovation, à ce qui se faisait et ainsi de suite. Mais au départ, il vient de l'industrie. Il a travaillé à Beaulieu, à Lausanne, au MCH de Beaulieu, donc il connaît très très bien l'univers des palais des congrès, ce qui est évidemment un énorme avantage quand on commence à parler de technologie à intégrer, de développement, d'investissement et ainsi de suite. Donc, d'abord, premièrement, David, bienvenue. Merci beaucoup. Et puis, comment est-ce que MCI Group a un petit peu vécu la pandémie ? Alors évidemment, au départ, ça a été un peu un choc, comme vous pouvez l'imaginer, comme pour nous tous. D'abord, il y a eu le damage control. On a essayé de récupérer tout ce qu'on pouvait récupérer sur les annulations. On a eu une période de 2 semaines de panique, je dirais bien orchestrée et bien gérée. Mais on s'est très vite appliqué à réfléchir à des solutions qu'on pouvait mettre en place immédiatement. La première chose qu'on a faite en interne, et moi en particulier, c'est de chercher au sein de la société les gens qui avaient le plus la culture digitale et de les réunir pour qu'ensemble, on trouve des solutions pratiques qu'on puisse mettre en place immédiatement. Donc on a évidemment, nous, on a tout un système de audio-vidéo, c'est notre corps métier, on a un studio. On a mis en place les plateformes de broadcast, on a mis en place des plateformes digitales. Et en gros, ce qu'on a vu, c'est que le plan qu'on s'était fixé, comme David l'a dit tout à l'heure, a été accéléré. Nous savions déjà, pré-pandémie, où nous voulions aller. Et on a simplement, au lieu d'y aller tranquillement, on a dû déployer tous nos efforts pour faire un plan de 5 ans sur 1 an. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Parfait. D'où l'importance de la culture digitale à l'intérieur de l'organisation. Primordial. Alors, d'un point de vue vraiment maintenant technologie, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a été accéléré, où a-t-on fait, je dirais, le plus de progrès dans le cadre de France Congrès Événements, c'est-à-dire dans le cadre de la réunion d'événementiel? Alors, pour nous, évidemment, il y a certaines technologies qui sont déjà éprouvées qu'on utilisait pré-pandémie. Les hologrammes notamment, où là, du coup, la technologie de captation de l'hologramme en lui-même, on l'a utilisé pour faire des incrustations dans des environnements virtuels et faire du broadcasting. On a évidemment les plateformes web, donc on s'est vraiment beaucoup, on a mis beaucoup d'énergie à voir toutes les solutions qui étaient offertes sur le marché. Nous sommes un intégrateur agnostique, donc notre objectif était déjà d'avoir une belle étude de marché et de savoir quelles sont les plateformes existantes qui pourraient répondre aux besoins de nos clients. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait de la place pour faire nos propres solutions, donc on a commencé aussi à développer nos propres plateformes. On a remarqué aussi que la réalité virtuelle, tout d'un coup, devenait un outil avec la possibilité de convaincre des entreprises de faire le pas. Et ça, on en a beaucoup profité dans le cadre de transformation, où en fait les sociétés qui avaient prévu des événements physiques se sont retrouvées privées de ces événements, privées de ces rencontres, mais les messages devaient quand même continuer d'être transmis ou au marché ou au grand public. Et donc, il y a eu toute une réflexion sur comment transformer tout ça. Et selon, je dirais, la topographie de la situation, c'est-à-dire si une entreprise avait un nouveau produit et qu'il fallait le communiquer en interne dans les marchés, ou s'il y avait tout d'un coup un produit grand public qui avait une sortie qui était prévue, etc. Donc là, on a remarqué que la réalité virtuelle, notamment au travers des casques Oculus Quest qui sont sortis juste pendant la pandémie, nous ont permis de maintenir un lien avec nos clients, de développer en fait ces technologies qui étaient en fait mûres, mais avec une résistance de la part du marché pour les appliquer par manque de connaissances, par résistance au changement et parce qu'il y avait plein d'autres alternatives et que ce n'était pas en haut de la pile. Donc moi je dirais que voilà, la réalité virtuelle est évidemment, on a une autre émergence d'un phénomène assez évident, important. On a remarqué que de retranscrire un événement physique en mode digital, c'était très ambitieux. Personne n'allait être capable d'avoir un niveau d'engagement devant son petit écran à la maison avec tout le bruit qu'il y a autour, donc le divertissement, les enfants, les différentes solutions, la manière dont on peut se faire croire qu'on est attentif alors qu'en fait on regarde autre chose. Donc là, il y a eu une réflexion sur comment maintenir l'engagement des gens sur les plateformes digitales. Et là, on
a la gamification, la compétitivité, ces leaderboards et ces choses comme ça qui, progressivement, au fur et à mesure de la pandémie, ont commencé à prendre une place importante dans les briefs et finalement qui ont été mises en place au travers de différentes stratégies de maintenance de l'engagement. Donc voilà à peu près les grands chapitres. Mais le clicker ne marche pas. Est-ce qu'en régie, on peut lancer la première slide, s'il vous plaît? Merci. Ah pardon, je l'ai mis off, c'est de ma faute. Excusez-moi. Donc là, c'est des vidéos qui illustrent juste nos propos. Il n'y a rien de vraiment très, très important, je dirais. Là, on a un exemple de Metaverse dont je parlerai tout à l'heure. Je ne sais pas la vidéo d'avant. Elle me fait des histoires. C'est toujours l'effet démo. Hein. Voilà. On peut couper le son, s'il vous plaît. Le but n'étant pas justement de voir la vidéo avec le son, c'est simplement d'illustrer. Donc là, c'est une vidéo sur une plateforme qu'on a développée qui est en fait une recréation d'un monde complètement futuriste. Et c'est une plateforme qu'on peut voir... il y a eu une pause, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est pas très important, c'est pas grave, continuons. On verra les différentes vidéos qui défilent. Après, il y a eu pause, je ne sais pas en régie quel est le problème. Donc accélération de tendance, l'hologramme existait, on en avait déjà vu, la gamification ça existait, Cisco avait fait des événements autour de ça il y a déjà fort longtemps, réalité virtuelle, mais ça s'est accéléré de manière absolument colossale. Qu'est-ce qui va continuer quelque part et qu'est-ce qui va venir après cette accélération? Alors, pour moi, en tant que créatif technologiste, si vous voulez, on essaye toujours d'avoir une vision un peu sur ce qui va arriver et ce qu'on constate depuis longtemps. Et d'ailleurs, la musique qui a été prise en exemple est un bel exemple justement de transition mal gérée. Là, on imagine en fait, et c'est un sujet qu'on retrouve de plus en plus dans les discussions, dans les congrès, c'est ce qu'on appelle le métavers ou la métaverse. Cet univers, cette duplication de notre monde réel dans un univers digital. Et ce monde-là est en train d'être créé. Il y a une convergence des différents médias, il y a une compétition qui se passe, qui émerge du secteur des jeux vidéo, qui émerge du secteur du cinéma et des nouveaux acteurs dans le monde de la télé, les streamers, donc Netflix, Amazon. Les grands players, Google, Facebook, Epic Games, qui représentent Fortnite, sont en train, ensemble, de créer la Metaverse. La Metaverse, c'est un monde complètement digitalisé où on peut être immergé avec différents niveaux d'immersion, que ce soit avec son téléphone, son ordinateur, des lunettes de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée. La manière dont nous imaginons la convergence de ces médias, avec l'adoption de nouveaux devices, nous imaginons bien que le téléphone va disparaître. Pour nous, le téléphone est quelque chose de très pas du tout humain. En fait, nous, on a besoin d'avoir la tête haute et de regarder loin, et on a besoin de nos mains. Et c'est comme ça qu'on le fait depuis des millénaires. Et aujourd'hui, nous voilà tous la tête en bas et les mains prises. Donc, on peut imaginer que aujourd'hui, cette extension bionique de notre bras, qui est le téléphone et qui est notre entrée vers ce monde virtuel, qui aujourd'hui est en 2D, va complètement être bouleversé par la réalité augmentée, et toutes ces informations et l'accessibilité à l'information va se faire au travers de lunettes et d'intelligence artificielle et d'assistants, etc. Donc le web en 2D type Google va disparaître. Et dans ce monde, là, on a des images donc, du monde Fortnite. Donc ça peut sembler anodin, mais en fait, Fortnite est certainement l'acteur qui est le plus en avance sur la création de la Metaverse, non seulement parce qu'il a 100 millions de joueurs, mais aussi parce que c'est eux qui détiennent le moteur de jeu qui permet de construire des univers. Donc c'est Unreal. Et donc avec cet acteur qui, au travers de son jeu, arrive à fédérer une communauté au travers d'un jeu qui est violent, controversé, on peut en discuter, c'est pas vraiment là le propos. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit là, c'est un événement au sein de Fortnite. Donc ça, c'est un concert de Ariana Grande, et nous, en tant qu'utilisateurs, on se retrouve comme un personnage dans un univers un peu complètement fou, où on a un niveau d'interactivité assez réduit, mais où on peut quand même se balader, on a le contrôle de la caméra et du personnage, et on est transbahuté d'un monde virtuel à l'autre,
Et ça, c'est la metaverse. Et aujourd'hui, si c'est réservé aux jeunes qui sont qui viennent du monde du jeu vidéo, et que pour l'instant la metaverse et la concrétisation de la metaverse se fait surtout dans le gaming, on peut imaginer qu'avec des acteurs comme Netflix et Amazon, ça va arriver dans les salons, ça va se démocratiser. Et avec les casques de réalité virtuelle qui aujourd'hui aussi se démocratisent avec un Oculus Quest 2 qui est tout à fait de très bonne qualité à environ 300 €, on peut commencer à imaginer que l'immersion va toucher de plus en plus un public de plus en plus large, et que la démocratisation de ces outils d'immersion vont permettre à nos audiences, à vos audiences, de rentrer dans des mondes non pas roses avec des fées qui sautent sur des fleurs, mais dans des centres de congrès virtuels ou virtualisés. Donc on peut très bien imaginer le centre de congrès de Saint-Malo sous sa forme metaverse, et de traiter ces lieux-là comme une véritable destination. Et ça devient maintenant une nouvelle destination, au même titre que Cannes ou que Saint-Malo. Et c'est là où il y a une stratégie à aborder, en ayant conscience que ce monde numérique va devenir de plus en plus photoréalistique, va devenir de plus en plus interactif, et va nous permettre d'avoir une vraie sensation sensorielle, justement, d'être ensemble. Et c'est là où l'animal social que nous sommes va trouver certainement dans cette metaverse et dans cette immersion quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on a dans les congrès. Et là, du coup, c'est stratégiquement hyper important que les centres de congrès aient conscience de ça et qui participent à la course et à la création de cet univers pour avoir leur territoire, leur destination digitale qui est incluse dans ce monde-là. Maintenant, pour rebondir là-dessus, clairement, on en a discuté de nombreuses fois. Qu'est-ce que ça veut dire pour les lieux ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les mètres carrés qui sont disponibles? Parce que voilà, si tout le monde va sur du digital. Et donc, alors, il y a tout un atelier qui viendra plus tard cet après-midi où tu aborderas la question justement de la captation de valeur. Mais peut-être juste rebondir là-dessus très brièvement. Et si vous êtes intéressé par savoir plus sur comment justement capter de la valeur par rapport à ces nouvelles technologies, il y aura un atelier plus tard cet après-midi. Oui, absolument. Donc là, pour nous, la chose la plus importante en termes, je dirais, de philosophie et de vision, c'est tout d'abord de rester curieux. Il faut réussir à identifier au sein de vos entreprises quelles sont les personnes qui ont cette culture-là. Et ça va peut-être être le petit technicien, ça va peut-être être le comptable, et qui ne parle jamais de son expérience Fortnite, mais qui le soir va et vit son expérience Metaverse. Ces personnes-là, identifiez-les et faites des petits groupes de travail, de prospective, de veille. Ça va les valoriser, ça va leur faire plaisir. Ils vont pouvoir, ça va aussi les déculpabiliser, parce que c'est des passions qui vont être professionnelles et qui vont se professionnaliser. Et vous, ça va vous permettre d'être connecté à cette nouvelle génération pour qui il n'y a pas de frontière entre le physique et le digital. Cette frontière n'existe que pour les générations qui ont franchi cette frontière. C'est-à-dire que nous, qui sommes nés avant Internet, avant le monde numérique, pour nous, évidemment, la frontière est évidente et elle est claire. Pour les nouvelles générations qui vivent avec TikTok, avec Instagram, avec Fortnite, il n'y a pas vraiment de frontière. Leurs relations ont été construites de manière hybride. Les amis qui se sont faits, ils se sont faits dans le préau, mais aussi sur les plateformes numériques. Et donc, ils ont une vision beaucoup plus naturelle et organique de ce qu'est le futur de l'événementiel et du togetherness, d'être ensemble. Et je pense qu'il faut trouver ces gens-là, leur donner de l'importance. Ensuite, il faut faire très attention de ne pas chercher ces réponses dans la technologie à proprement dit. Bien sûr que la technologie doit être utilisée, mais il faut faire attention dans la manière, le niveau de maturité de cette technologie, dans la maintenance que celle-ci demande et dans l'opération. Et donc de bien faire son calcul quant à l'utilisation de ces technologies et la rentabilité de l'investissement. Souvent, des grands investissements sont faits en se disant « c'est génial, je vais construire telle et telle infrastructure et ça va être génial ». Et nous, qui sommes des intégrateurs de ce type de technologie, on a très souvent des demandes d'intégration, par exemple de studios fond vert ou de studios XR,
etc. Et on le fait volontiers, mais en fait, on se rend compte que derrière, en fait, ces clients-là nous rappellent pour opérer les studios, nous rappellent pour faire les maintenances, nous rappellent constamment. Et qu'en fait, l'autonomie qu'ils espéraient avoir, finalement, ils ne l'ont pas tellement. Et avec un phénomène d'accélération de l'obsolescence aussi. Donc, exactement. Donc, il faut faire vraiment très attention. La caméra qu'on achète aujourd'hui, peut-être que l'iPhone de mois de septembre va avoir plus de lumens, de pixels ou de résolution. Donc, vraiment faire très attention à où on met nos investissements technologiques, privilégier les technologies éprouvées, qui ont des business models qui sont déjà clairs, établis, et qui permettront de calculer un retour sur investissement en amont. Alors, par rapport à l'industrie plus spécifiquement, des exemples concrets de technologies, on parlait justement niveau de maturité, donc éprouvées, donc qui fonctionnent, que tu as vu fonctionner. Alors, des technologies qu'on a même utilisées pendant la pandémie, il y a l'hologramme. L'hologramme fonctionne vraiment très très bien. Là, j'ai une petite vidéo qui va vous montrer comment on utilise aujourd'hui cette technologie dans des événements physiques ou hybrides. Donc là, vous allez voir un hologramme qui va apparaître sur scène. Ça, c'est une technologie qui vient du Canada, qui s'appelle RHT Media. On intègre ce genre de technologie régulièrement. Je l'ai vu fonctionner. C'est bluffant. Donc là, il y a un jeu de lumière qui se passe entre l'écran, entre l'avant et l'arrière de l'écran, et on projette une personne. Là, l'échelle est un petit peu... le monsieur est un géant comparé aux autres personnes, mais ça, c'est un problème technique, si vous voulez. Mais voilà, donc cette technologie-là permettra à l'audience et à des personnes qui sont à distance de venir intégrer une scénographie et de participer comme s'ils étaient là pour l'audience à des événements, notamment justement des événements hybrides. Il y a d'autres technologies évidemment comme la réalité virtuelle dont j'ai parlé, mais qui aujourd'hui commencent à être démocratisées aussi dans ce qu'on appelle Fixed Base Location Entertainment, donc du divertissement qui est basé sur, comme le cinéma, sur un emplacement physique. Donc là, dans la réalité virtuelle, là c'est un exemple d'une société suisse-américaine qui s'appelle Dreamscape et qui offre des contenus AAA, donc tous les blockbusters, Men in Black, Harry Potter, etc., sous la forme d'une expérience virtuelle collaborative où 6 à 8 personnes peuvent, dans le même environnement virtuel, évoluer ensemble, se voir, se toucher et vivre une expérience ensemble complètement immersive. Ces technologies-là sont éprouvées. Dreamscape est le fer de lance du Fixed Base Location VR Entertainment. C'est eux les meilleurs pour l'instant. Ils sont en plein déploiement. On les retrouve à Beverly Hills, à New York, à Dubaï. Et il y a évidemment le déploiement de cette franchise a été ralenti par le Covid, mais il y en a à Genève qui vont s'ouvrir, Paris va s'ouvrir. Voilà. Donc ça, ce type de technologie, ici, on a un business model qui ressemble à celui du cinéma, mais dans le même type je dirais, d'état d'esprit, on peut imaginer une réaffectation de certains des espaces pour ce type de technologies qui peuvent être ensuite utilisées de manière hybride, c'est-à-dire pour le grand public quand il n'y a pas d'événement, et utilisées et exploitées pour du team building ou même des transmissions de messages avec des contenus dédiés lors d'événements et de cas de choses qui sont plus spécifiques. Donc ça, typiquement, c'est éprouvé, ça marche. C'est aussi un pôle d'attractivité qui permet peut-être de faire vivre des lieux et d'arriver à capter une population qui viendrait de manière régulière et donc de rentabiliser des moments de non-occupation, typiquement pendant les vacances scolaires ou des choses comme ça. Après, il y a d'autres technologies qui sont plus liées à l'infrastructure et au facility management, qui sont des technologies éprouvées, mais qui permettent de réduire les coûts. Et évidemment, donc, le souci de rentabilité est toujours important dans un centre des congrès. Et là, typiquement, d'installer des capteurs intelligents de manière stratégique dans les centres de congrès permettent d'optimiser la sécurité, le nettoyage, l'hospitalité en temps réel et permettent donc d'avoir moins de ressources qui sont dans des endroits où finalement l'hôtesse attend, il n'y a personne.
personnes parce que toute la population qui est là, elle est attirée par un autre pôle à ce moment-là. Et donc, en ayant ce qu'on appelle du heat mapping, on peut réaffecter les ressources. Et je vous donne un exemple tout bête. Vous mettez un tapis connecté devant une des 150 toilettes qu'il y a dans le centre de congrès. Eh bien, vous saurez lesquelles ont été utilisées, lesquelles n'ont pas été utilisées. Vous pouvez envoyer des alarmes aux gens qui nettoient et qui, au lieu de faire des rondes régulières, peuvent intervenir là où il le faut, quand il le faut. Après, évidemment, pour la gestion du Covid aussi, là, alors c'était plus dans le cas où on avait encore des jauges à respecter. Donc là, les compteurs peuvent être détournés pour être utilisés pour faire du stop and go ou des choses comme ça et comptabiliser le nombre de personnes en fonction des espaces. Donc en temps de crise sanitaire, pandémique, selon les différentes mesures qui sont prises, ce genre de tapis peut faciliter la gestion des flux et la gestion des personnes. Et ces technologies sont éprouvées. Et là, c'est une société suisse qui sort de l'EPFL, l'École Polytechnique de Lausanne, et qui a été évidemment boosté pendant le Covid et qui a réussi à sortir son épingle du jeu et à attaquer le marché. Et ils sont très présents en France. Donc, ils ont Technis France qui est là et qui peut opérer dans chacun de vos centres des congrès si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Après, il y a la signalétique dynamique, il y a le mapping, il y a tout le côté, je dirais, expérientiel qu'on peut venir ajouter en plus de cette magnifique vue de Saint-Malo, d'avoir pourquoi pas des salles d'immersion avec des projections aujourd'hui aussi qui sont complètement démocratisées. À l'époque, pour faire un mapping d'une salle, il fallait 4 projets à 10 000 € minimum. Aujourd'hui, on a un seul projecteur qui en vaut 15 000, qui fait son, qui est géré par le téléphone portable et qui permet d'immerger la pièce en 1 minute. Donc un device comme ça dans votre centre des congrès, n'importe laquelle de vos salles devient une salle immersive. Et ça, c'est de nouveau technologie éprouvée, retour sur investissement très facile à calculer, augmentation de l'immersion, proposition à vos audiences d'une manière de décliner les contenus qui est innovante et donc du coup qui est attractive et qui est impactante dans la mémoire et qui facilite la rétention du message que vos clients essayent de transmettre à leur audience. Alors, on avait une toute dernière question sur comment justement l'économie expérientielle qu'on vient de voir va impacter le business model de manière générale, centre congrès, centre expo, et les pistes d'utilisation hybride de l'espace. Mais là, pour des questions de temps, on est bien ? Eh bien voilà, parfait. Bah, alors tu peux y aller, vas-y. Merci. Alors là, du coup, je n'ai aucune leçon à donner à personne et c'est en toute humilité que je peux en fait vous donner les solutions qu'on a essayé de mettre en place à l'époque où je travaillais à Lausanne au Palais de Beaulieu. Et humblement vous donner des pistes de réflexion que nous avions aussi. Je n'ai évidemment pas toutes les réponses et surtout ce qui est très important, c'est que je pense que chaque centre de congrès doit prendre en compte le lieu dans lequel il se trouve, son environnement. Est-ce qu'il est dans le pôle urbain? Est-ce qu'il est en périphérie? Est-ce qu'il est dans une zone dynamique de recherche? Est-ce qu'il y a des universités, etc., etc. Donc c'est vraiment au cas par cas ensuite et en fonction de l'endroit où se trouve le lieu qu'on peut commencer à décliner différents types d'utilisation. Donc là, à l'époque, au Palais de Beaulieu, j'avais trouvé une petite start-up belge qui avait fait un papier, donc un executive summary, et qui souhaitait lever des fonds pour développer son karting en réalité augmentée. J'ai tout de suite été séduit par l'idée et j'ai tout de suite aussi pris conscience que en équipant nos halles d'exposition de ce type de technologie, on pouvait exploiter la halle hors location. Et du coup, en faire un lieu d'attractivité pour le grand public et de générer du profit sur une halle qui est vide, avec du bar et avec du ticket. Donc du coup, j'ai tout de suite pris contact avec Battlecart. Je les ai aidés au travers de lettres d'intention et de différents speeches que j'ai pu faire à leurs futurs investisseurs, leur montrer en tout cas notre soutien et expliquer ce type de business model. Donc là, on a un karting qui sont des kartings électriques, donc qui n'ont pas de problème d'essence et de choses comme ça, qui sont avec des projecteurs et des capteurs qui sont au plafond.
Ces projecteurs projettent la piste. La piste est interactive. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Mario Kart, mais c'est Mario Kart en vrai. Vous avez des petits éléments qui s'illuminent. Quand vous roulez dessus, ça vous donne des bonus. Vous pouvez tirer ou lâcher une tache d'huile, etc. Et vous voyez, là, il tire. Et quand il tire, du coup, ça ralentit le kart de devant qui a été touché, etc. Donc, il y a tout un côté un peu interactif. Nous, on l'a déployé à Beaulieu dans le cadre d'un événement pour tester. On a fait 100% de remplissage. C'est-à-dire que les gens venaient faire la queue à l'ouverture. Ça a duré pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, on a eu de l'organique en termes d'amplification média, des choses comme ça. Tout le monde en parlait. C'était vraiment très impactant pour la région. Donc voilà, Battlecart, facile, ils existent à Bruxelles. Ils ont déjà des centres de congrès dans le monde entier qui cherchent à justement installer ce type de système pour exploiter la halle quand elle est vide. Mais là, évidemment, il y a un investissement important. On parle de beaucoup de projecteurs. C'est le plus gros écran au monde, 2000 mètres carrés d'écran. Donc évidemment que là, il faut quand même mettre un peu d'argent au départ. Dans le même état d'esprit, par contre, vous pouvez travailler avec des franchisés. Vous pouvez travailler avec des privés qui, du coup, peuvent exploiter. Et vous pouvez récolter des points. Vous n'êtes pas obligé d'être le franchisé et d'être l'exploitant. Et là, on a un mode football. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a différents modes et que c'est assez marrant. Maintenant, de manière avec des investissements moins importants, on peut trouver, au travers de la réalité augmentée, des manières de décliner des activités qui sont aussi attractives pour le grand public. Et un peu comme le monde du sport s'est développé au fur et à mesure du temps avec des centres sportifs qui font vivre la commune, qui font vivre la ville, avec des activités collaboratives, nous allons voir l'émergence de e-sport et de e-sport qui sont liés au mouvement. Et donc là, pour ces e-sports-là, qui ne sont pas du e-sport, des sports électroniques qui se passent derrière un écran, mais qui se passent avec notre corps, là, on a besoin d'espace, on a besoin de lieux pour s'entraîner, on a besoin de fédérations. Et il y a plein de petites organisations qui sont détenteurs de franchises de technologie et qui tentent de créer des réseaux de e-sport collaboratifs. Donc là, on a un jeu de dodgeball, donc de balles brûlées, en réalité augmentée. Donc les gens ont des casques et ils voient ce que vous voyez là, donc ils peuvent se protéger, se jeter les boules, etc. Alors là, c'est un exemple vraiment pas cher, ça travaille avec des smartphones, hein, donc c'est vraiment peu d'investissement, mais il faut trouver les associations de e-sport, etc., qui font vivre ces lieux avec ce type de réalité augmentée. Et puis finalement, je dirais, pour terminer, et je vais aller très vite, il y a aussi l'apport de l'écosystème que vous avez autour de vos centres de congrès. Il y a des startups, il y a des universités, il y a des pôles de recherche, il y a des artistes. Ces gens-là sont l'avenir. L'avenir est dans ce qui est soft skills. L'avenir est dans l'émotion. L'avenir est dans les métiers de l'art et de la transmission de messages par l'audiovisuel et l'émotion. Si vous arrivez à fédérer cette communauté et à devenir un point justement qui met ensemble ces gens-là et de leur offrir des proof of concept, de leur offrir la possibilité de tester leur technologie dans vos lieux, de leur offrir la possibilité d'avoir des halles pour des recherches qui demandent des grandes surfaces. Typiquement, Battlecart, je reviens juste là-dessus, mais Battlecart, l'utilisation des projecteurs pour faire une piste de course, c'est super, mais quand on a une foire et qu'on a, par exemple, le traçage, eh bien dans ce cas-là, plus besoin de tracer au laser avec des gens qui mettent des scotch par terre, on projette le plan. Et du coup, tout le monde vient poser ses trucs. Et ensuite, si on veut de la signalétique dynamique, on utilise les projecteurs et les capteurs et on peut projeter dans les couloirs différentes choses. Et donc, ça nous offre la possibilité d'avoir des espaces publicitaires qu'on vend aux exposants. Donc, il y a des manières aussi de générer du revenu d'une installation telle que Battlecart en dehors de l'exploitation de Battlecart elle-même. Donc voilà, donc fédérez votre écosystème, discutez avec vos universités, vos pôles de recherche, regardez les associations sportives, les associations de e-sport, donnez de l'importance aux nouvelles générations. Les millennials et les générations Z sont ceux qui vont avoir les réponses. C'est eux qui vont amener ce bouleversement. Impliquez-les dans vos prises de décision, consultez-les. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, David Granit. On va prolonger la discussion, si vous le voulez bien, en intégrant à notre panel Laurent Chrétien, que j'invite à nous rejoindre. Laurent Chrétien, directeur général de Laval Virtual.
qui va rejoindre la discussion sur cette thématique, comment faire de la technologie un levier de développement profitable, et on a envie de vous entendre là-dessus et surtout d'avoir un rebond sur les propos de David Granit et Didier Scaillet. Et puis nous avons en distanciel avec nous, et on l'en remercie, Bertrand Billard, qui n'a pas perdu une miette de notre conversation, j'imagine. Bonjour Monsieur Billard, vous nous entendez bien ? Je vous entends parfaitement bien, avec un peu d'écho, mais tout va bien. Parfait, vous êtes cofondateur et associé des groupes Manifestory et One Experience. Merci beaucoup d'être avec nous. Et j'aimerais peut-être vous donner d'abord la parole pour nous donner votre point de vue sur ce que vous ont inspiré les propos de David Granit et Didier Scaillet, et surtout essayer d'apporter aussi de l'eau à notre moulin sur cette question, comment faire de la technologie un levier de développement profitable. D'abord, je voudrais réagir aux propos de Gilles Lurton et David Lisnard pour regretter de ne pas être avec vous aujourd'hui au bord de la mer. Et ça, c'est le premier écueil qu'on a, c'est celui de la frustration dans l'événement distanciel, puisque par définition, vous avez deux maires qui se déplacent pour partager une expérience avec certainement beaucoup de gens que je ne vois pas, puisque je ne vois pas la partie salle, donc le public, mais j'imagine que beaucoup de gens sont là et profitent le fait de se retrouver et de partager de beaux moments dans un théâtre d'expression plutôt sympathique. Donc ça, c'est le premier regret que j'exprime en réagissant aux premiers propos que j'ai entendus. Après, sur l'ensemble des propos qu'a tenu David Granit, effectivement, beaucoup de choses. Et là encore, difficulté quand on parlera d'événements digital dans les semaines qui viennent, depuis des mois et dans les années qui viennent, c'est que malheureusement, on est souvent obligé de juxtaposer des propos. Donc, j'ai entendu, et puis je réagis, et puis quelqu'un réagira à la réaction. Et malheureusement, on peut difficilement débattre, c'est compliqué. Alors, on essaye de trouver des technologies qui permettent l'échange, mais là, comme en plus David a dit beaucoup de choses, je vais réagir un petit peu, et qu'on n'a pas eu le temps de se voir ou de se parler pour préparer ça, je vais réagir un petit peu en live. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que j'ai entendu. Bien évidemment, beaucoup de choses, et notamment prospectivistes, sur l'avenir de nos métiers à travers des nouvelles technologies ou des technologies réinventées ou émergentes, avec des acteurs issus de nos métiers ou issus d'environnements qui peuvent devenir dangereusement concurrentiels dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Mais en gros, avant de réagir à ces quelques innovations intéressantes au cas par cas, je voudrais quand même rappeler, parce que c'est important qu'on le sache tous, et j'imagine que beaucoup de gens dans la salle qui ont eu entre les mains le destin de lieux, de villes ou d'événements le savent, le milieu de l'événementiel a toujours été un creuset d'innovation, technologie d'innovation et de technologie. Dans le son, n'oublions pas que les prémices de l'amplification acoustique, il est né dans les théâtres antiques. La spatialisation du son, elle existait dans nos salles de conférences avant même d'exister dans l'industrie du disque ou du cinéma. L'image, la HD, la 3D, l'hologramme, elle a été expérimentalisée dans nos événements. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a toujours pris comme des innovations technologiques extérieures et dont on a fait des expériences à vivre au sein de nos événements. Donc ça, c'est déjà une vraie réassurance sur l'avenir, puisque rien ne doit nous faire peur. On verra après, je pense, qu'il faut intégrer comment et la tête froide qu'il faut savoir garder, mais n'ayons peur de rien, puisque nous savons intégrer tout. C'est la base même de notre cerveau événementiel. On le voit dans la logistique aussi, et David l'a dit, effectivement, des signalétiques dynamiques, mais aussi des plateformes, mais aussi des applications, mais aussi du prédictif et de l'intelligence artificielle qui va permettre aussi de pouvoir libérer de la bande passante de certains organisateurs, mais aussi de pouvoir devancer les besoins du public. Donc beaucoup de choses s'intègrent et s'intègrent déjà, comme le disait David, depuis longtemps. C'est des choses qui prennent de l'ampleur ces jours-ci, mais qui ont existé et qui existent déjà en préambule depuis très longtemps. Bien évidemment aussi tout ce qui va concerner le participatif et le conversationnel, avec de nouveaux usages, de nouveaux codes, de nouvelles plateformes collaboratives qui émergent de partout. Là encore, on les intègre. On a passé beaucoup de temps. Moi, j'incarne effectivement plutôt la partie agence de communication, une petite partie du scope aussi de MCI, c'est-à-dire qu'on est, nous, à la croisée des chemins entre les lieux, les messages, les contenus, les clients. Et donc, on a benchmarké beaucoup pendant quelques mois de confinement. Et donc, on voit apparaître beaucoup d'outils très intéressants concernant aussi le data, le marketing événementiel, l'usage de tous les canaux et réseaux sociaux. Tout ça, c'est des choses qui sont formidables, qui peuvent être terrifiantes, mais qui peuvent être formidables. Pour revenir sur des exemples plus précis, plus concrets et plus transformatifs qu'évoquait David, j'entendais beaucoup parler de gaming, j'entendais beaucoup parler de metaverse.
En plus, c'est des sujets qui me touchent puisque j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'avoir, non pas le nez creux, mais un peu d'opportunisme en rachetant une boîte de gaming qui est à Montpellier, qui s'appelle Aiko. Et avec eux, on les a un peu transformés vers du gaming B2C, certes, puisqu'on sort de premiers jeux virtuels dans le casque Oculus. Enfin, si les Américains acceptent qu'un petit distributeur ou un petit producteur français passe dans le store, puisqu'aujourd'hui, j'ai un des jeux qui est sans doute un des plus beaux jeux de la place, mais aujourd'hui, il est bloqué dans le store, c'est-à-dire qu'il est dans l'App Store. Donc, le lab peut l'acheter, mais pas le grand public. Donc, ça pose aussi cette question de distribution et de ces grands réseaux de demain qui ne nous appartiendront pas. Donc, je ne veux pas faire de chauvinisme, mais en revanche, je crois à la territorialité, et je sais que David Lisnard ne me contredira pas. Soyons sûrs que nos solutions devront être des solutions qui, si ce n'est privilégié, en tout cas affirme l'hégémonie et l'indépendance de notre pays. Donc ça, c'est un sujet qu'on retrouvera dans tous ces sujets d'innovation et de technologie. Et donc, pour en revenir au gaming, oui, bien sûr, c'est des choses qui sont très intéressantes, très engageantes. On doit les utiliser, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On en pratique tous de manière différente. Je vous dis, j'ai eu la chance d'investir dans une boîte qui en fait beaucoup, mais il y a plein de prestataires qui le font, donc on n'a pas besoin de propriétaire. Et j'en arrivais à ça, c'est que en fait, aujourd'hui, le vrai risque, mais qu'on a connu par le passé dans des projets plus fonciers, c'est celui de se dire il faut construire le bon outil ou la bonne boîte. Fut un temps, il fallait construire le bon parc d'hôtels pour le bon palais des congrès, pour le bon parc expo, pour. Et on a fait fleurir dans pas mal de villes, souvent à juste titre, des investissements coûteux et sur lesquels aujourd'hui on se pose la question de la fréquentation à terme, de la baisse des audiences, la baisse des publics, la baisse du visitorat. Et on se dit, mais est-ce que les investissements ne sont pas trop lourds? Donc je pense que ce mot de l'hybridation doit être pensé là aussi, bien évidemment sur le fait de repenser nos espaces locatifs, mais de penser aussi les investissements de ce qu'on y met. C'est-à-dire que je crois que plus que jamais, il est temps de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on réunit des gens, physiquement ou virtuellement, qu'est-ce qu'ils veulent y vivre. Ce sont, et je l'ai lu d'ailleurs, parce que j'ai quand même recherché un petit peu qui étaient les uns et les autres, donc j'ai vu dans un article de David qui parlait beaucoup d'holistique, et c'est un mot qui m'est cher aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut traiter la personne dans son intégralité. On ne s'adresse plus à un consommateur qui vient sur un salon pour acheter un nouveau produit. On ne s'adresse pas non plus à un directeur commercial qui vient rencontrer ses futurs prestataires, à un salarié qui vient à la conférence de son patron. On parle à tous ces gens-là en même temps. Donc, pour cette schizophrénie assumée de chacun des individus que nous formons et multi-équipés avec des devices qui ne seront pas des téléphones, peu importe, ce sont des gens qui, en tout cas aujourd'hui, sont extrêmement puissants, extrêmement demandeurs d'informations qualifiées, d'engagements qualifiés, de responsabilités. Donc, ces outils technologiques n'existeront que s'ils apportent quelque chose de nouveau. Je ne citerai pas beaucoup d'exemples de choses que je considère comme des belles réussites, mais il y en a un ou deux que j'aime bien et que je voudrais partager avec vous. Il y en a un qui est mon ami Philippe Delmas, qui est un ancien agent d'artiste, qui l'est toujours, je crois, un petit peu, du côté d'Avignon, et qui a repris il y a quelques années un théâtre à Paris qui s'appelle l'Apollo Théâtre. Alors d'abord, outre le fait qu'un Avignonnais vienne prendre un théâtre à Paris, ce que je trouve formidable, indépendamment de ça, il a vécu comme tout le monde la fermeture de son théâtre et sans beaucoup connaître le digital, il s'est juste dit qu'est-ce que je pourrais proposer à mon public et à mes artistes pendant cette période-là. Et je crois que c'est alors sa réponse en est une, je vais vous la partager, mais je crois que c'est ça le plus important, c'est que peu importe qu'un événement physique soit digitalisé ou qu'un événement digital soit physicisé, ce qui importe, c'est l'augmentation, que l'événement soit augmenté. Et augmenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter à l'un ce qu'il n'a pas et apporter à l'autre ce qu'il n'a pas. Donc ça ne sert à rien de reproduire dans une vie virtuelle les fondements de la vie réelle, on n'y arrivera jamais, et heureusement. Et ça ne sert à rien d'essayer de transférer un univers virtuel dans la vie réelle, on n'y arrivera jamais, et tant mieux aussi. En revanche, que chacun apporte quelque chose qui est totalement différent pour un public qui choisira de consommer d'une façon ou d'une autre une expérience ou une autre, ça me semble intéressant. Et donc Philippe Delmas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des écrans dans sa salle. Ce n'est pas très compliqué de mettre des écrans. Il a investi dans une petite régie, investissement 15 000 €. Donc, ce n'est pas non plus fondamental. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 10 écrans sur le premier rang des sièges, plus exactement le deuxième rang, parce qu'on sait tous qu'au premier rang, on voit mal quand on est sur scène. Et puis, il en a mis 10 derrière. Et il a dit aux gens, écoutez, mon artiste, donc c'était des stand-uppers au départ, il leur a dit, vous venez et vous allez voir le public, il va être en face de vous assis dans les sièges. Et puis, le public assis dans les sièges à sa télé, en fait, il voit derrière l'artiste, il voit les 9 autres. Donc, il a commencé avec 9. Aujourd'hui, je crois qu'il a une régie qui permet ça d'en passer 50, voire même plus. Et en fait, il a inventé de l'événement digitalisé réellement. Et quand vous êtes stand-upper, si vous ne voyez pas la tête de votre public, juste ça ne marche pas. Donc, le moment où on appelle Madame Michu en se moquant d'elle pendant 10 minutes, ça ne marche pas si on ne le voit pas. Là, il la voyait. Et Madame Michu, elle était vue, et même plus qu'au théâtre. Et c'est là qu'on commence à faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Au théâtre, vous voyez rarement le type qui est au premier rang. Donc, vous savez que Madame Michu, elle se fait balayer par l'artiste, mais vous voyez que sa nuque
Là, vous la voyez en face. Donc, ça devenait très intéressant. Et son business model, il est durable, puisque en fait, le jour où il a réouvert un peu de présentiel, un siège sur 3, puis un siège sur 2, puis plusieurs sur les mêmes genoux des uns des autres, il a continué à vendre son business model. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez acheter une place au premier rang, une place dans les gradins, mais vous pouvez aussi acheter une place physique, et puis une place physique sur scène ou une place physique invisible. Donc, vous avez d'un seul coup un système de billetterie qui peut se multiplier à l'infini. Imaginez dans une salle de 300 places que ça représente comme complément budgétaire, mais imaginez aussi ce que ça peut représenter pour des grandes arénas. Donc c'est là, je dis, trouver des différences, trouver des points d'accroche qui vont nous apporter autre chose. Merci Bertrand Billard, je vous donne la parole dans un instant, mais j'aimerais qu'on entende Laurent Chrétien. Je ne vais pas être très original, vous faire rebondir sur les propos de ces messieurs, et puis également de Bertrand Billard. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors, moi, ce que je retiens, déjà, une première chose qui n'a pas été forcément dite, c'est que David, il est créatif technologiste. Ça veut dire qu'au sein d'une structure, alors qu'elle soit un lieu, un équipement ou qu'elle soit événementielle, intégrer un créatif technologiste, ça veut dire qu'on prend le coup d'avance, on a une sorte de lab d'innovation interne. Et ça, je pense que c'est essentiel pour toutes les structures que vous pouvez porter. Et ça va de pair avec l'acculturation nécessaire de vos équipes à ces technologies pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les intégrer dans vos processus. Et voilà, je pense que c'est un rôle qu'il faut déployer. Il faut faire de la formation continue sur le sujet. Il y a des gens qui font ça. Et ça, c'est un premier point. Hein, c'est se projeter dans l'avenir. Là, on a parlé à peine prospectif, parce que ce que David a décrit, c'est déjà là. C'est déjà là, sauf que ce n'est pas encore utilisé, de la même façon que Zoom ou Teams n'étaient pas utilisés avant le Covid. C'est juste que c'est des technologies qui sont effectivement arrivées à maturité. Alors je voudrais revenir peut-être sur cette notion de metaverse. Nous, ça fait 25 ans qu'on travaille dans la réalité virtuelle, et quand en mars 2020, notre événement devait avoir lieu en avril 2020. On a pris la décision d'annuler l'événement physique. Et avec les équipes, on s'est dit, s'il y en a bien un qui doit commencer à faire des événements virtuels au sens dans un monde virtuel avec des avatars qui sont en interaction 3D temps réel, c'est bien nous qui devons le tenter. Et en fait, on avait dans notre benchmark 40 plateformes déjà qui permettaient de faire des événements virtuels. On en a choisi une, Virbela, avec laquelle on travaille toujours aujourd'hui. On travaille avec 5 autres, dont une française d'ailleurs, Timiu. Et on a eu 6600 avatars qui sont venus sur l'événement en 5 jours, qui ont participé à l'événement, qui étaient en interaction permanente. On n'avait pas d'exposition, mais on avait reproduit nos 170 conférences et les speakers étaient incarnés par un avatar. Depuis, on en est à presque 200 événements réalisés. On a travaillé avec le Palais des Festivals de Cannes, une extension du Palais réel. Hein. Donc on est déjà dans cette arrivée des mondes virtuels. Et le Metaverse, en fait, Metaverse, ça veut dire méta-univers. Le Metaverse, c'est en fait l'interopérabilité de tous ces mondes virtuels. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans cet univers virtuel, eh bien, votre avatar va rentrer dans un monde. Il y a différents éditeurs de plateformes, et votre avatar va pouvoir se balader d'un monde à l'autre, un monde qui va être plus dédié à l'éducation, un monde qui sera peut-être dédié plus à l'événementiel, un monde qui sera dédié à votre environnement de travail, etc. Un monde qui sera dédié aux loisirs. Voilà. Et le Metaverse, en fait, c'est cette agrégation de tous les mondes virtuels. Alors, Facebook a lancé en masse et en buzzword le terme de Metaverse. Ce qu'il cherche, c'est à faire avoir un Metaverse unique. Voilà. Et effectivement, donc je reviens sur ce que disait David, des entreprises comme Epic Games sont très avancées sur le sujet. D'autres travaillent aussi à d'autres grands constructeurs. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait 40 plateformes en 2020. Aujourd'hui, on en est à plus de 200 plateformes qui existent. Ça va très très vite. Et du coup, l'acculturation à tout ça est nécessaire. Il faut vraiment que vos équipes sachent manier ça, d'autant plus que,
allez, on se met encore 3 ou 4, 5 ans devant, et tout ça va se compléter par l'intelligence artificielle. Vous aurez des hôtes et des hôtesses dans vos événements qui seront des intelligences artificielles en avatar. Aujourd'hui, nous, on a formé pour faire nos événements, on a formé une agence d'hôtesses à utiliser ces univers, mais demain, ce sera probablement des avatars intelligents qui feront ça, des agents, hein, comme dans Matrix. Vous avez la blockchain aussi qui va rentrer dans tout ça. Voilà. Donc c'est des sujets qu'il faut vraiment embrasser et vous acculturer à ça parce que ça débarque très très vite. Après, peut-être dire que nous, ce qu'on expérimente aujourd'hui dans les événements qu'on accompagne, nous font dire qu'il y a un certain nombre de configurations qui sont pertinentes, configurations d'événements. Je pense notamment à tous les événements intra-entreprise, quand il s'agit de faire des séminaires, des assemblées générales, etc., où on est plutôt dans de l'information descendante. Ça, les mondes virtuels fonctionnent à merveille. Dès que, par contre, on est plutôt sur le monde du salon ou de l'exposition et qu'il faut montrer des produits ou vivre des expériences, là, ça ne marche plus. En tout cas, la technologie n'est pas encore suffisamment avancée dans les mondes virtuels pour pouvoir faire ça. Peut-être que la 5G va aider à augmenter la capacité des flux, à augmenter la capacité des contenus qui vont transiter par le cloud dans ces mondes virtuels, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, il y a cette dimension quand on veut, et je partage totalement ce que disait Bertrand sur l'augmentation d'un événement. En fait, ces technologies servent à augmenter, à améliorer des événements physiques, servent potentiellement à en remplacer certains, ceux qui ne nécessiteront plus de présence à coup sûr physique. Mais sinon, c'est vraiment une augmentation. C'est-à-dire que ça peut vous permettre d'aller toucher des gens qui ne peuvent pas venir. Si on pense aujourd'hui à la plaque asiatique ou aux Américains qui ne peuvent pas venir, même si monsieur le maire disait que ça allait bientôt rouvrir, voilà, ça permet d'aller amener ces gens-là quand même à votre événement. Ça permet d'aller toucher d'autres cibles. Nous, par exemple, sur notre événement, on a du mal à faire venir les étudiants parce qu'ils dérangent les exposants qui risquent de perdre un client. Et du coup, en revanche, en virtuel, on va leur permettre d'accéder au contenu. Voilà, donc c'est cette conception de l'événement, cette ingénierie nouvelle de l'événement qui intègre à la fois le physique, le digital, le virtuel, les mondes virtuels qu'il va falloir réinventer. Si je peux juste une petite seconde. Pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, donc je suis très content d'être entouré de gens qui visiblement savent définitivement de quoi ils parlent. Si on veut vraiment s'imaginer l'événement de demain dans un centre des congrès, on peut imaginer qu'en fait, vous voyez comme les instruments de traduction simultanée sont distribués à l'entrée des congrès et qu'on reçoit ce petit boîtier et qu'on a nos petits écouteurs, et ben exactement dans le même état d'esprit, on vous donnera des lunettes. Et en fait, ces lunettes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont augmenter l'événement. Elles vont vous permettre de scanner les gens qui sont autour de vous, d'avoir leur LinkedIn et d'avoir le profil qu'ils ont décidé de vous partager directement au-dessus de leur tête. Vous allez pouvoir avoir du petit coin de l'œil, une vue sur vos emails si vous le souhaitez, sur le WhatsApp, tout sera là et vous pourrez quand même regarder toutes les interactions humaines que vous les aurez quand même dans les yeux. Et en plus, maintenant, imaginez-vous ici, en voyant tout ce que vous voyez là, alors qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas d'écran. Il n'y aura pas d'écran. Il n'y aura plus rien. Parce que tout le monde avec les lunettes, ce qu'il y aura sur la scène, c'est des triggers, il y aura des gens. Mais après, vous pourrez construire votre contenu digital comme vous le souhaitez. Et si vous préférez avoir les caméras plus grands parce que vous voulez voir les gens, ou si c'est le PowerPoint que vous voulez voir plus grand, c'est vous, avec votre doigt, qui allez faire comme ça sur l'écran PowerPoint et comme ça sur l'écran. Et vous allez gérer votre écosystème visuellement sans qu'il y ait d'investissement qui soit fait par le centre des congrès en termes de technologie, d'écran et de choses comme ça. Donc c'est vraiment là où on va arriver et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Facebook, etc. sont des acteurs qui sont plutôt orientés grand public. Donc dans le cadre du B2B, on est encore assez calme parce que leurs conditions d'utilisation sont absolument inacceptables pour les départements légaux des différentes entités, notamment la pharma ou des choses comme ça. Donc là, c'est pas tellement une menace. Mais par contre, à un moment donné, vous pouvez aller regarder des sociétés comme Geo,
Jio Tesseract, avec un J, G-I-O, qui est un des plus gros telcos au monde, qui est un telco indien, et qui, dans les 6 prochains mois, va donner 450 millions de casques de réalité augmentée gratuitement à chacun de leurs clients. Ça vous laisse imaginer ce qui est en train de se passer en Inde cette année, et de la manière dont cette vague de casques à moins de 80 francs qui sont connectés à votre téléphone et utilisent la puissance de calcul de votre téléphone vont bouleverser la manière dont on utilise la technologie, que ce soit au travers de notre téléphone ou la technologie qui nous entoure pour illustrer des assets digitaux. Oui, M. Scaillet. Moi, j'avais une question sur les points de vigilance. Vous les avez un petit peu évoqués, David Granit. Et quid de la rentabilité et de la gestion des data dans tout ça, sur quoi il faut alerter quand même, selon vous? Si je peux me permettre. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Bertrand Bière, on vous entend. Justement, parler de rentabilité et parler d'efficacité. Donc, je vais être toujours celui qui brandit la menace du danger, mais je suis désolé, mais je pense que mes petits camarades la partagent aussi. Déjà, pour en revenir à ces systèmes de metaverse ou d'autres univers virtuels, peu importe comment on les qualifie, effectivement, et là, vous l'avez dit à 2 reprises, ce sera, à mon avis, la guerre vers la plateforme unique. On a tous connu la guerre de la cassette audio qui nous a amené à la dématérialisation complète des titres, mais on est passé comme pas mal de devices. Le Betamax devenu VHS, devenu. On a connu ces standards et à un moment donné, c'est des compagnies qui portent le lead de ces investissements-là et elles ne se préoccupent pas de nos contenus, elles se préoccupent de la diffusion de leur support et de leur techno. Je trouve extrêmement dangereux qu'on laisse faire. Alors, c'est sûr, quand Facebook annonce que là, hier, avant-hier, ils allaient recruter 10 000 ingénieurs pour monter leur univers virtuel. Je ne vous cache pas que mon petit projet Emanating que j'ai fait naître il y a 2 ans dans l'esprit de mes petits créatifs d'AICO, il reste un peu dérisoire. Je pense que les idées qu'on a dedans sont toujours intéressantes. Donc, j'espère qu'un jour, on pourra en parler avec quelques élus pour quand même le permettre de voir le jour, mais il ne pourra pas rivaliser. En revanche, si on se pose la question aujourd'hui de lequel des maires ou des élus municipaux a décidé un programme d'investissement immobilier d'un palais des congrès, d'un parc expo, sans consulter qui est FAGE, qui est un architecte, qui est un opérateur, je pense que tout le monde va nous répondre aucun. Ils ont tous, à un moment donné, organisé les systèmes jusqu'à des sociétés mixtes d'exploitation. Et bien évidemment, on a mis un écosystème ensemble de compétences, de l'architecte au bâtisseur, en passant par toute la chaîne d'exploitation. Et bien évidemment, l'élu au milieu de tout ça pour piloter l'urbanisme et le projet politique. Là, ça devrait être la même chose. C'est-à-dire que penser à un moment donné son parc expo virtuel ou sa ville virtuelle, elle doit être décidée par les politiques, avec des professionnels, et il y a des fonds à aller chercher. Je suis désolé aujourd'hui, mais regroupons-nous à quelques-uns, réunissons quelques maires et travaillons avec des grandes foncières sur le fait de fabriquer notre France 3.0 ou 4.0. Ne laissons pas Facebook nous vendre des pavillons dans des conditions qui seront les leurs. Montons aujourd'hui un projet où nous sommes opérateurs, il y aura de la place pour tout le monde, il y aura du business pour tout le monde, mais prenons un leadership, on en a la technologie, on en a le savoir-faire, on a les capacités de financement, puisqu'aujourd'hui, nos promoteurs immobiliers ne viennent pas là-dedans, parce que d'abord, on ne leur propose pas, et surtout, il y a des rentabilités à aller chercher. C'est que si vous avez créé votre palais des congrès virtuel, vous arriverez à trouver des business models pour l'exploiter. Donc, c'est important aujourd'hui de ne pas penser la techno avant de penser l'usage et avant de penser la mise en place de l'usage nouveau. Absolument, et l'identité aussi. C'est parce que de la même manière dont tout à l'heure on parlait de l'identité de Saint-Malo, qui n'est pas la même que celle de Cannes, eh bien, en fait, c'est à vous. Ce qui est beau dans ce monde digital, c'est que vous pouvez créer l'identité qui vous sied le mieux, celle qui vous plaît. Et le premier exercice, c'est de se dire comment je vais me démarquer, quelle sera ma valeur ajoutée. Ici, physiquement, c'est la mer et la vue et l'histoire de la cité. Dans un monde virtuel nouveau-né, c'est à nous de créer l'histoire autour. Et donc, c'est vraiment à chaque centre des congrès de trouver son identité digitale. Et puis n'oublions pas, si tu permets juste, en 2 mots, mais de réagir, il y a deux autres éléments de réaction qui me viennent en tête. Rapidement. Le premier, c'est que bien sûr, on peut déployer. Il y a des choses qui se déploient et qui vont très très vite. Il y a aussi des choses qui s'arrêtent brutalement. Donc, on parlait de l'exemple de l'Inde qui va diffuser des casques, mais prenons l'exemple de la Chine qui aujourd'hui a limité brutalement, alors la Chine est un pays particulier, mais il y en a plein de pays particuliers, a limité à 30 minutes le temps de gaming des jeunes. Donc imaginez tous les milliards d'euros d'investissement de sociétés dans le gaming qui se sont retrouvés avec un public qui n'a plus le droit que de le consommer à 30 minutes par jour. Donc attention aussi au surinvestissement. Et puis l'autre exemple, celui de la data,
puisque ça va être un exemple que vous avez évoqué dans le ROI. Alors c'est anecdotique, hein, j'espère que personne ne m'en voudra, mais en tant qu'inscrit, certes digital, mais inscrit à l'événement, j'ai reçu hier soir un magnifique mail d'une jeune femme qui est chargée de communication dans le lieu sans doute très beau à Rennes, qui m'invite à passer entre 18h30 et 19h dans son espace pour boire un verre en face de la mairie. C'est merveilleux parce que la data aujourd'hui permet de faire participer des gens, mais la qualification de cette data laissera penser à quelqu'un qui n'est pas comme moi bienveillant et qui trouve ça drôle, mais que la data a circulé, qu'elle est utilisée par des gens et en plus qu'elle m'apporte aucun confort puisque même juste je vais avoir l'impression que je suis fliqué mais qu'on m'apporte rien en plus. Donc attention aussi à cette virtualisation, à ces univers intrusifs, où la data circule librement, de passer effectivement du confort ou de l'augmentation de services à l'intrusion. Le risque d'effet collatéral peut être extrêmement violent. Dernier tour de table, Didier Scaillet, et ensuite on termine avec Laurent Chrétien avant de donner la parole à la salle si vous avez une ou deux questions avant la pause. Oui, pour rebondir sur Bertrand, effectivement, hein, tout l'enjeu, alors heureusement on vit en Europe, donc heureusement il y a encore GDPR, mais ça a été un des grands enjeux dans la digitalisation et dans la création de ces univers virtuels aussi, c'est-à-dire la data qu'on va fournir, elle va où, qui y a accès, comment, qu'est-ce qu'on en fait. Donc ça va être un vrai enjeu pour le déploiement digital aussi. Ce que je vous dis aussi de manière plus générale, c'est la conversation qu'on a eue ici me rappelle très fort des conversations il y a 20-25 ans où on opposait l'économie et l'écologie. Et c'était l'économie d'un côté, l'écologie de l'autre. Et ici, c'est le présentiel d'un côté, le digital de l'autre. Ben non, je crois que ça a été dit et je suis tout à fait d'accord. L'un augmente l'autre. Et maintenant, c'est comment va-t-on, nous, en tant qu'industrie, et j'entends pas mal de professionnels qui disent plutôt « oulala, attention, technologie, ça va détruire nos métiers ». Moi, je me souviens, en 1994, on avait fait une vidéoconférence à Genève pendant ce qui s'appelait à l'époque EIBTM, et on avait des professionnels qui étaient venus nous dire « mais ça va nous tuer, comment est-ce que vous osez démontrer cette technologie ?» Puis ben voilà, on est toujours là, on a vécu de très belles années. On a donc, je crois que le message, et ça ressort très fort dans l'étude aussi, c'est soyons plus accueillants et bienveillants, parce que d'abord, c'est là pour rester, parce que les jeunes générations, c'est comme l'a dit David, il n'y a plus de frontières entre les deux. Et puis comment va-t-on adapter des lieux avec aussi des audiences qui vont du coup être un peu différentes. Ce ne sera peut-être pas des congressistes associatifs ou des congressistes, ce sera peut-être des gens qui vont se lancer des boules de feu ou qui vont faire du football avec des cartes. Mais on a les lieux pour le faire. Laurent Chrétien, rapidement. Oui, alors sur la partie sécurité informatique et risques liés à l'évasion de data, etc., vous imaginez bien que quand, après notre événement virtualisé, on a été contacté par plein de gens pour faire des événements qui ne pouvaient plus se tenir, ça a été un des premiers sujets. Et ça a bloqué de façon systématique dans tous les grands groupes, dans toutes les grandes institutions qui voulaient faire un événement. Pour autant, le temps ayant fait son office, les grands groupes sont revenus vers nous pour qu'on les accompagne, et qu'on les accompagne dans la définition de leurs besoins, qu'on les accompagne dans la sécurisation des plateformes. Donc du coup, on travaille avec eux les contraintes culturelles de l'entreprise, les contraintes sécuritaires de l'entreprise, etc. On définit les usages et les besoins, et puis derrière, on les aide à choisir par des test and learn les plateformes qui vont leur correspondre le mieux. Et pour vous donner des exemples, ce sont des entreprises, les entreprises dont je parle, c'est des gens comme MBDA, Thales, Alstom, etc., qui ont des sécurités qui sont très fortes, mais qui ont tous envie de passer à ces mondes virtuels. Ça, c'est le premier point de vigilance, c'est qu'il faut traiter, il faut faire attention à sa sécurité, évidemment. Et deuxième point, alors certes, ces univers ont des ROI naturels qui sont liés au fait que il n'y a plus besoin de se déplacer, on perd moins de temps, etc. Certains avancent le caractère environnemental, écologique, en disant oui, en se déplaçant moins, qu'on grille moins de CO2. C'est pas totalement évident. Hein. C'est pas totalement évident parce que plus ces plateformes vont être riches en contenu, plus il va falloir du débit, plus il va falloir du cloud pour gérer ce débit, et le cloud est particulièrement consommateur. Donc l'équilibre, je pense qu'il y aurait peut-être pour France Congrès événement une étude à faire là-dessus avec l'ADEME pour regarder ce qui pourrait être fait. Avant de conclure, peut-être prenons le temps d'une question, une réflexion, un commentaire dans la salle. Oui, madame, on va vous tendre le micro. L'hôtesse est par là. Merci de bien vouloir vous manifester, vous présenter. Bonjour, on vous écoute.
Bonjour, Estelle Rouchouz, bureau des congrès de Saint-Étienne. J'avais une question, je m'interroge. Oula, je suis carrément prise en photo de très près. Donc en fait, la technologie est là, si j'ai bien compris, tout le monde est prêt, mais moi je m'interroge, qu'est-ce qui aujourd'hui nous montre que les consommateurs, nos clients sont prêts, eux? Est-ce que eux sont prêts à sauter le pas, même si j'entends bien qu'il y a les nouvelles générations qui arrivent, mais voilà, on sait qu'il y a eu, alors je ne suis pas une spécialiste, mais sur tout ce qui est casque, Google Glass ou Apple Glass, il y a eu des bids. Voilà, je m'interroge sur... Merci pour cette question pertinente. Didier Caillé. Je crois que la différence fondamentale qu'on a... Je vous dis, les métavers, ce n'est pas neuf. Hein. Second Life, ça a 15 ans. Enfin bon, donc c'était là. Et la même chose, Second Life, c'était... ça va tout changer, on va créer des salles virtuelles. Mais on restait sur une expérience visuelle et sonore. Aujourd'hui, on arrive à intégrer des technologies où, si vous êtes à jouer à un jeu, ou même si vous êtes dans la baie de Saint-Malo, vous allez sentir le vent, vous allez avoir de l'embrun, vous allez avoir de l'humidité, vous allez avoir... Donc en fait, on est passé à un niveau sensoriel qui est infiniment plus important et infiniment plus riche que ce qu'était là avant. Ça ne remplacera jamais de nouveau le contact humain direct, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé à un niveau aujourd'hui d'engagement de l'être humain en tant que tel, et donc de son cerveau, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaissait même pas il y a quelques années. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir. Ouais, alors, je ne sais pas si vous avez lu Player One ou vu le film de Spielberg, Ready Player One, mais l'auteur de Player One, c'est Ernest Cline. Donc il a écrit son livre en 2010-2011. Il est allé voir d'un côté Palmer Luckey, qui était le fondateur d'Oculus, racheté par Facebook depuis. Oculus, les premiers Oculus, on les avait à Laval Virtual en 2011 pour nos compétitions étudiantes. Et du coup, Palmer Luckey lui a donné une vision de ce qu'allait être la technologie à horizon 2045. Et franchement, si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, on y va tout droit. C'est exactement ça. Vous avez les masques, les pods sur lesquels on marche existent déjà, on en a un au Laval Virtual Center. Les combinaisons haptiques qui vous font ressentir le chaud, le froid, les pressions de ce qui se passe autour de vous, ou les gants haptiques qui vous permettent de saisir des objets virtuels dans un environnement virtuel, existent déjà aussi. Donc on va tout droit vers ça, quoi. Je rajouterais même qu'ils existent en version open source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez avoir un gant haptique qui vous permet de sentir la résistance de l'objet que vous touchez virtuellement. Vous téléchargez un fichier qui vous permet de faire de l'impression 3D. Vous avez un petit tuto avec du fil de pêche et quelques trucs. Pour $149, vous avez votre gant haptique. Alors, c'est de la bricole, mais il y a toute une communauté d'open source et de life hack qui travaille sur ce type d'outils qui nous permettront l'immersion. Si je peux juste rebondir sur... Alors, il y a eu 2-3 échecs, hein, évidemment. On a vu les lunettes Snapchat, mais ce sont en fait des étapes, ce sont des milestones. Ils vont vers Ready Player One. Et quant à justement le grand public, et qu'en est-il de nos clients actuels et non pas de ceux qui seront là dans 15 ans, justement, figurez-vous que moi j'ai senti ça, c'est-à-dire mon travail c'était toujours de venir convaincre des grands groupes et des grosses sociétés, des groupes de luxe, de pharma, etc., de dire allez on fait ça en réalité virtuelle. Mais alors moi, on me demandait de faire de l'hologramme, on me demandait de faire des installations lumineuses. Mais moi, j'essayais de leur dire, mais il faut aller plus loin. Tout d'un coup, la Covid, est arrivée. Et finalement, on a vu que toutes les barrières, toutes les résistances commençaient à changer. Et que tout d'un coup, quand on voulait mettre de l'Oculus, tout d'un coup, on se retrouvait devant un avocat. Alors qu'avant, la question était balayée, quoi. Et là, on se retrouve devant l'avocat qui dit, j'ai bien lu les collègues, il faut trouver un autre cas, ça va pas. Et là, du coup, on voit qu'il considère, qu'il commence à prendre ça au sérieux. Et donc, les questions qu'on se pose ici, tous les grands groupes, ils se la posent en interne aussi. Et donc, cette culture, elle va grandir de manière organique chez tout le monde. Et puis, si je peux me permettre, juste, oui, promis, c'est la dernière fois. Oui, il nous reste 2 minutes avant de conclure. Parce que j'aime bien apporter un peu de pragmatisme quelquefois aussi, mais encore une fois, mes camarades le savent, même si là on a beaucoup focusé sur la technologie. Innovation, c'est pas synonyme de technologie, et technologie n'est pas synonyme d'innovation. Là, on a beaucoup parlé de technologie parce que souvent les clients ou les visiteurs ou les participants de nos événements appellent la technologie parce qu'ils en sont curieux, comme nous, mais après ils vont chercher de l'innovation, c'est-à-dire quelque chose qui est plus durable. Et donc cette trivialité ou ce pragmatisme, peu importe comment vous le considérez, moi j'ai envie de vous le proposer en rappelant quelque chose quand même, c'est que l'innovation et la technologie qui est corollaire n'a de sens que si elle ajoute
du lien social, du lien culturel, du lien économique à nos événements. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Donc ne les pensons qu'à travers ça. Et peut-être du coup, une petite acronyme, puisqu'en France on aime bien les acronymes, je voudrais qu'on n'oublie pas qu'on est la culture de la rencontre et du café, parce que le café c'est l'essence au propre et au figuré de la rencontre. J'espère que vous en avez bu avant, que vous en boirez après. On a du café du commerce, on a du café philo, on a du café des sports, on a du café philosophique, on a du café littéraire, on a une machine à café, on a du café en fin de repas dehors ou dedans. Et donc, comme on aime les acronymes, je vous proposerai à chaque fois, pour penser nos investissements ou nos événements de demain, café, c'est le C de créativité dans la conception, c'est l'éditorialisation, la scénarisation, l'hybridation, le multicanal, on en a parlé, mais pas beaucoup des contenus, mais il faut aussi penser ça, théâtralisation, scénarisation à la carte. C'est le A de authenticité dans l'offre, on n'a pas beaucoup parlé non plus, mais la valeur ajoutée, elle vient aussi d'une approche holistique de tous les publics. Je veux parler à une personne dans son intégrité physique. C'est la facilité dans l'usage, ça pour le coup on en a beaucoup parlé, mais dans l'usage social et culturel aussi, et je pense, j'ai une intime conviction, qu'on va passer de l'univers de l'exclusif à l'univers de l'inclusif. Ça change paradoxalement un certain nombre de choses dans la façon de penser nos métiers. Et enfin, le café finit par un E. Et là, je vous proposerai bien sûr celui de l'éco-responsabilité. Parce que dans la qualité d'exécution, on doit penser bien sûr éco-responsabilité. Donc ce café-là, j'aimerais le boire un jour bientôt avec vous. Et je pense qu'on va en boire beaucoup dans nos événements de demain. On pensera beaucoup à vous dans la pause qui va suivre, la pause café, la pause restauration bretonne. Merci infiniment Bertrand Billard d'avoir été des nôtres avec nous. Merci à nos 3 intervenants que je vous demande d'applaudir chaleureusement pour la qualité de leur éclairage sur cette thématique. Et on pourra continuer à phosphorer ensemble dans les 2 ateliers qui suivront à 16h15 pendant 45 minutes. Je rappelle, Amphi Maupertuis atelier 1, comment nos équipements peuvent-ils capter davantage de valeur sur le marché au potentiel des événements hybrides. Et à l'espace Vauban, juste à côté, rendez-vous pour l'atelier 2 à 16h15, hybridation des événements ou hybridation des lieux d'accueil, regard en France et à l'international. Je vous invite chaleureusement à y participer. Pour l'heure, c'est la pause sur notre showroom à la Rotonde avec sa vue imprenable. Vous pourrez saluer nos entreprises Innoventech, Airweb, Cispé, Cube Technology, Imagina, Commodal, by Lavail Virtual. On salue Laurent Chrétien, bien sûr. Et puis, temps de restauration bretonne, c'est la pause crampouze avec des crêpes confectionnées sous vos yeux, s'il vous plaît, avec du café. Merci infiniment et on se retrouve ici même à 17h pour la restitution de vos ateliers qui auront lieu, vous l'avez noté, à 16h15. Merci de votre attention, à tout à l'heure, 17h ici même.